Bonjour mesdames, messieurs. Heureux de vous rencontrer aujourd'hui pour une nouvelle formation, toujours dans le cadre de la formation du thème des achats responsables. Aujourd'hui, c'est le chapitre 2, principe des achats responsables. Dans un contexte où l'aspect environnemental et social prime par rapport aux autres aspects, la mise en place de la démarche achat responsable est devenue l'une des priorités principales pour la majorité des chefs d'entreprise. En effet, ces dernières années, les chefs d'entreprise se voient confrontés à des défis majeurs, en l'occurrence la réduction des coûts associés au concept d'achat responsable. Ces deux préoccupations représentent les objectifs numéro un pour une population des acheteurs et des directeurs d'achat qui dépasse 43%. Il ne faut pas perdre de vue que le concept d'achat responsable est loin d'être une tendance conjoncturelle, mais c'est un élément crucial de la stratégie d'un nombre très important d'entreprises qui sont soucieuses de l'impact négatif de leur production sur l'environnement et la société. De ce fait, la mise en œuvre de la démarche achat responsable se concrétise par l'application d'un certain nombre de principes et le respect des normes et règles des achats responsables que nous avons l'honneur de vous présenter lors de cette formation quelques principes des achats responsables. Les principes fondamentaux des achats responsables constituent le socle et le code de conduite de la majorité des chefs d'entreprise dans leurs relations durables avec leurs fournisseurs et qui projettent la renforcer et la développer davantage. Aussi, cette relation incite les deux parties, c'est-à-dire le client et ses fournisseurs d'une part, les fournisseurs et ses sous-traitants d'autre part, à considérer ces principes dans une logique d'amélioration continue et qu'ils veillent à ce qu'ils soient respectés et appliqués par leurs propres fournisseurs et leurs sous-traitants également. Et de surcroît, de se conformer aux lois et règles et réglementations en vigueur. Pour la liste des principes des achats responsables, nous allons vous présenter quelques principes. Premier principe, respecter les droits humains au travail. Deuxième principe, protéger la santé, la sûreté et la sécurité. Durabilité RSE. Quatrième principe, préserver l'environnement. Cinquième principe, prévenir la corruption, les conflits d'intérêts et lutter contre la fraude. Sixième principe, respecter le droit de la concurrence. Septième principe, promouvoir le développement économique et social. En ce qui concerne le premier principe, à savoir respecter les droits humains au travail, il ne faut pas perdre de vue que l'Organisation internationale du travail a défini des principes fondamentaux des droits humains au travail que les entreprises doivent intégrer dans leur gestion des ressources humaines et bien entendu dans leur chaîne de valeur. Ces principes ont pour objectif de s'assurer que les conditions de travail et de rémunération des salariés préservent leur dignité humaine et sont conformes aux principes définis par la Déclaration universelle des droits de l'homme et par la Convention fondamentale de l'Organisation internationale du travail. Parmi les points fondamentaux à respecter, nous citons le premier point, interdiction du travail forcé et du travail des enfants. Les entreprises doivent éliminer toute forme de travail forcé et le travail des enfants qui n'ont pas atteint l'âge autorisé pour travailler. Il faut noter que certains managers forcent leurs collaborateurs et collaboratrices à faire un travail dangereux contre leur volonté et leur gré, à travers l'usage de la violence verbale, l'intimidation, les pressions financières ou même les menaces de pénalité ou de sanctions, ce qui est formellement interdit par la loi.
À titre d'information et d'exemple, la législation au niveau de l'unité européenne a défini un règlement sur le travail des forcés qui est entré en vigueur le 13 décembre 2024, interdisant la mise sur le marché, l'importation, l'exportation de produits issus de travail forcé dans les pays de l'unité européenne. Le champ d'application de cette interdiction couvre tous les secteurs industriels et tous les produits qui ont été fabriqués dans des conditions de travail forcé. En ce qui concerne l'interdiction du travail des enfants, elle est régie par la législation internationale qui stipule que les mineurs qui n'ont pas atteint l'âge autorisé pour travailler ne doivent en aucun cas travailler. En fait, cette interdiction vise principalement à protéger les enfants et à leur garantir l'accès à l'éducation. Ainsi, cette interdiction est renforcée par par des conventions de l'Organisation internationale du travail, comme par exemple la convention numéro 138 sur l'âge minimum et la convention 182 sur les pires formes de travail des enfants. Pour le deuxième point fondamental du premier principe, les conditions de travail, de rémunération et d'indemnisation. En fait, les conditions de travail représentent les circonstances dans lesquelles les salariés exercent leur travail. Ils recouvrent les aspects matériels, les aspects organisationnels et les aspects sociaux. Pour l'aspect matériel, nous citons par exemple les moyens mis à la disposition des salariés pour exercer leur travail, les conditions sanitaires et les contraintes physiques. Pour l'aspect organisationnel, nous avons par exemple horaire du travail, cadence de travail, type ou nature de travail. Pour l'aspect social, nous citons par exemple climat au sein de l'entreprise, relations des salariés avec leur management entre eux, et enfin l'état psychique des salariés au sein du travail, c'est-à-dire sentiment d'utilité. En ce qui concerne le deuxième principe fondamental, nous avons protection de la santé, sûreté et la sécurité. Les entreprises sont amenées à mettre en œuvre des mesures préventives pour garantir les aspects relatifs à la santé, les aspects relatifs à la sûreté et les aspects relatifs à la sécurité au sein de l'entreprise. Ces aspects constituent les piliers de la prévention des risques au sein de l'entreprise. En fait, ces aspects ont pour objectif fondamental, c'est de protéger les personnes, les biens et bien entendu d'assurer la préservation et la mise en valeur de l'environnement. Pour l'aspect santé, il consiste à mettre en place des mesures nécessaires qui permettent de préserver le bien-être physique et mental du personnel opérant au sein de l'entreprise. Ceci face aux risques imprévus, qu'ils soient professionnels ou environnementaux. À titre d'exemple, nous allons vous présenter quelques actions à entreprendre. Par exemple, assurer la prévention des maladies professionnelles qui peuvent être causées par l'exposition des salariés à des substances chimiques ou dangereuses. Réduire les contraintes psychiques comme le stress ou le harcèlement de tout genre. Et enfin, assurer la prise en charge des blessures ou maladies liées au travail. Pour l'aspect sûreté, il consiste à mettre en place des mesures spécifiques visant à prévenir les actes malveillants et volontaires à l'encontre des biens et des personnes dans les locaux de l'entreprise.
Ces mesures doivent permettre également de protéger les salariés contre les défaillances non intentionnelles, comme par exemple les défaillances techniques ou naturelles. Voici quelques exemples de risques où la sûreté est concernée au sein de l'entreprise. Risques liés aux actes terroristes tels que les attentats, les vols ou les agressions. Les incendies volontaires font aussi partie des risques liés à la sûreté. Et enfin, les risques liés au risque de vandalisme ou le sabotage de biens ou de données. Pour l'aspect sécurité, en fait, il consiste à mettre en place des mesures préventives pour éviter les accidents de travail, comme par exemple distribuer au personnel des équipements spéciaux de protection individuelle, veiller au respect des règles de circulation et assurer des formations de sécurité au personnel de l'entreprise. Ces mesures consistent également à protéger les individus contre les actes intentionnels, comme par exemple les agressions ou les actes de vandalisme. Nous citons quelques exemples de risques liés à la sécurité dans les lieux de travail. Nous avons les risques liés aux accidents de nature imprévisible qui pourraient survenir, les risques liés aux aléas climatiques, comme par exemple les catastrophes naturelles, les chutes et les manipulations de charges lourdes. Et enfin, les risques liés à l'électricité ou liés aux incendies. Pour le principe fondamental durabilité RSE, en fait, les achats responsables visent à intégrer le principe de durabilité dans le processus achat en alignement avec les objectifs de la responsabilité sociétale des entreprises, à savoir la RSE. Pour la durabilité, pour le principe de durabilité, il comporte trois dimensions fondamentales qui représentent la base pour promouvoir le développement durable au sein de l'entreprise. Ces dimensions sont dimension durabilité environnementale, dimension durabilité sociale et dimension durabilité économique. Pour la durabilité environnementale, elle représente la gestion optimale et responsable des ressources naturelles tout en assurant la préservation et la mise en valeur de l'environnement. Et bien entendu, en répondant aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins. La durabilité environnementale repose sur trois piliers fondamentaux. Le premier pilier, conservation des ressources naturelles. En fait, ce sont des comportements durables et responsables de tout un chacun qui permettent de gérer, de préserver et de protéger les ressources naturelles afin qu'elles continuent à être disponibles pour les générations futures et sans oublier de maintenir de façon permanente les écosystèmes. La conservation des ressources naturelles vise également à limiter les dommages causés à l'environnement en veillant à ce que l'exploitation des ressources naturelles ne soit pas exagérée et destructrice à long terme. Les actions concrètes à entreprendre par tout un chacun sont plusieurs. Nous nous contentons de vous citer quelques-unes. Par exemple, réduire, recycler, réutiliser, optimiser la consommation d'énergie et d'eau, privilégier les transports en commun, le vélo ou encore, pourquoi pas, privilégier la marche qui est bonne pour la santé. Promouvoir les énergies renouvelables comme le solaire et l'hydroélectrique. Soutenir la biodiversité. Le deuxième pilier fondamental du troisième principe de durabilité sociale, c'est l'utilisation optimale des ressources naturelles. En fait, l'utilisation optimale des ressources naturelles passe par une bonne gestion efficace et durable des ressources naturelles, sans oublier de réaliser l'objectif principal de l'entreprise, à savoir maximiser les bénéfices
et bien entendu, tout en minimisant le gaspillage et l'impact négatif sur l'environnement. Ceci se concrétise par des actions à entreprendre, euh, à savoir l'optimisation, le recyclage et la réutilisation, le développement des énergies renouvelables et la promotion de l'économie circulaire. En fait, le but ciblé, c'est de garantir la disponibilité des ressources naturelles pour les générations futures, de réduire la volatilité des prix, et enfin de limiter les conséquences écologiques et négatives. Pour le troisième pilier, à savoir la préservation de l'environnement, en fait, c'est d'adopter des pratiques et de comportements simples, responsables et durables qui permettent de protéger l'environnement face à de nombreux défis, comme par exemple la pollution, la déforestation et le réchauffement climatique. Nous vous présentons quelques actions à entreprendre, comme par exemple réduire la consommation d'eau et d'énergie, privilégier les transports en commun, trier les déchets pour le recyclage. Il est aussi nécessaire de modifier les habitudes de consommation de tout un chacun, comme par exemple en achetant localement, en évitant le gaspillage alimentaire, en privilégiant les produits durables et les énergies renouvelables. Pour la dimension durabilité sociale, elle consiste à maintenir un équilibre social et garantir le bien-être bien-être des employés, l'équité et la qualité de vie pour les générations actuelles et futures. Bien entendu, tout en respectant l'environnement et en favorisant l'inclusion. La durabilité sociale place les individus, leurs besoins et leur bien-être au centre des préoccupations des dirigeants et des entreprises qui se respectent. Bien entendu, en promouvant l'équité, la cohésion, l'inclusion sociale et l'accès aux services de base comme la santé et l'éducation. Euh, pour, euh, on dit la durabilité sociale se base sur plusieurs concepts principaux que nous proposons de vous citer quelques-uns. Par exemple, le premier concept, c'est la cohésion sociale. Il consiste premièrement à construire et à renforcer les liens entre les différentes parties prenantes, en l'occurrence les salariés, les clients, les fournisseurs, les communautés. Deuxièmement, de promouvoir la cohésion sociale par des pratiques inclusives et équitables. Pour le deuxième concept, c'est l'équité et inclusion. L'équité vise à corriger les désavantages historiques en fournissant un soutien adapté aux besoins de chaque individu. Quant à l'inclusion sociale, constitue à éliminer les obstacles afin que toutes les personnes, sans exception, soient intégrées dans la vie économique, la vie sociale et culturelle de la communauté. En résumé, ces deux composantes contribuent à lutter contre les inégalités, garantir des pratiques d'embauche et de promotion équitable et de promouvoir la diversité et l'inclusion pour que chacun se sente valorisé et respecté. Le troisième concept, c'est la résilience sociale. D'abord, on va commencer par la définition de la résilience. La résilience, c'est la capacité de résistance à un choc et à se reconstruire après celui-ci. En fait, c'est aussi la capacité d'adaptation à ces perturbations. Et enfin, c'est la capacité à maintenir l'intégrité et à revenir à un état considéré comme l'état normal, l'état d'équilibre. Quant à l'inclusion sociale, c'est la capacité d'une entreprise à s'adapter à de nouvelles conditions issues de perturbations, qu'il s'agisse de crise sanitaire, crise économique, crise financière ou encore d'origine naturelle. L'adaptation à ces perturbations se fait généralement en développant des pratiques flexibles et des relations positives, et en intégrant la diversité du groupe, la solidarité et la connexion avec son entourage. Pour le quatrième principe, relation et engagement, ces deux composantes sont liées car les relations sociales constituent le cadre professionnel
et les liens qui peuvent soutenir ou inspirer l'engagement professionnel de tout un chacun, euh, qui à son tour renforce ces liens et crée un sentiment d'appartenance et d'utilité. En fait, ces deux composantes mettent en clair l'importance des relations humaines, que ce soit entre employeurs et employés, euh, au sein des communautés et avec les fournisseurs et les clients. En adoptant la pratique de ces concepts au sein de l'entreprise, les décideurs contribuent à assurer une protection sociale efficace, accessible et cruciale, ceci pour garantir la cohésion, la dignité et les droits fondamentaux face aux crises. Pour la durabilité, pour la dimension durabilité économique, en fait, et la capacité d'adaptation et de résilience face aux crises liées aux aléas économiques et de garantir une prospérité sur le long terme, sans impacter, bien entendu, négativement les ressources naturelles et environnementales qui sont nécessaires pour la survie des êtres vivants. Il implique également de concilier la croissance économique avec des pratiques respectueuses envers l'environnement et la société. La durabilité économique se base sur plusieurs principes. Nous allons vous citer quelques principes, par exemple le principe viabilité à long terme. Ce principe consiste à assurer que l'activité économique peut contribuer à être profitable aux entreprises sans épuiser ou impacter négativement les ressources naturelles et le capital nécessaire à l'avenir. En définitive, la viabilité économique à long terme est la capacité de l'entreprise à se maintenir et à prospérer sur le long terme, tout premièrement en générant des bénéfices et assurant la pérennité de l'entreprise. Deuxièmement, en garantissant la disponibilité future des matières premières, des biens et du capital. Troisièmement, en intégrant les coûts environnementaux et sociaux dans l'analyse économique. Et quatrièmement, promouvoir l'efficacité économique pour minimiser la consommation des ressources. Pour le deuxième principe, équité sociale, en fait, c'est l'engagement d'une personne physique ou morale à agir en faveur de la société dans son ensemble, soit premièrement en équilibrant bien entendu les besoins économiques, sociaux et environnementaux des parties prenantes. Deuxièmement, en prenant en compte également les pratiques éthiques. Ceci bien entendu, en associant la performance économique en assurant le bien-être des communautés et en assurant la protection de l'environnement. En définitive, les objectifs du principe clé équité sociale sont clairs. Premièrement, garantir les conditions de travail honorables et justes, garantir des salaires équitables et garantir l'égalité des chances. Deuxièmement, promouvoir la santé, l'éducation et la participation citoyenne. Troisièmement, lutter contre les inégalités et les discriminations. Pour le troisième principe, résilience économique, en fait, c'est la capacité d'une entreprise à se remettre d'une crise, quelle que soit, c'est-à-dire crise sanitaire, économique, financière ou d'une perturbation économique ou de tensions majeures, et à revenir à son niveau de production potentielle après un choc. Ceci est possible à travers quatre actions à entreprendre. Premièrement, en anticipant, c'est-à-dire mettre en place une démarche qui permet à l'entreprise de réagir rapidement face aux crises. Alors, pour arriver, par exemple, l'entreprise doit adopter une politique robuste, l'entreprise doit diversifier son économie, l'entreprise doit renforcer sa capacité de réaction face à ces perturbations par l'innovation et l'adaptation. L'entreprise doit investir dans des technologies de pointe afin d'améliorer l'efficacité et réduire les vulnérabilités. Deuxièmement, en résistant, c'est-à-dire endurer une perturbation négative sans que son impact sur l'entreprise ne soit catastrophique. Troisièmement,
en s'adaptant aux nouvelles conditions et incertitudes à long terme, c'est-à-dire l'adaptation aux défis environnementaux, comme par exemple les changements climatiques, catastrophes naturelles. Et enfin, en se redressant rapidement face au choc, c'est-à-dire retrouver sa croissance positive. Pour le quatrième principe fondamental, à savoir préserver l'environnement, la préservation de l'environnement est l'affaire de tout un chacun, de tout le monde. Pour y arriver, pour y participer, il faut tout simplement adopter des gestes simples et responsables au quotidien, tels que réduire sa consommation d'énergie et d'eau, réduire et trier et recycler ses déchets, limiter le gaspillage alimentaire, favoriser les produits recyclables et privilégier les modes de transport. Pour le premier geste, réduire la consommation d'eau et d'énergie, c'est-à-dire éteigner les lumières et les appareils non utilisés, débrancher les chargeurs, utiliser l'eau de façon optimisée, réduire et trier et recycler ces déchets, à travers des actions comme par exemple l'utilisation des sacs en plastique à la place l'utilisation des sacs réutilisables à la place des sacs en plastique, la réparation des machines au lieu de les jeter, et le recyclage du papier, du carton et du plastique et du verre. Pour le troisième geste, limiter le gaspillage alimentaire à travers certaines actions, par exemple n'acheter que le nécessaire, c'est-à-dire acheter en quantité adaptée à vos besoins et conserver les aliments correctement. Pour le geste favoriser les produits recyclables, à travers bien entendu des actions comme l'encouragement des marchés des produits recyclés en privilégiant les articles fabriqués à partir de matières recyclées. Et dernière action, privilégier les modes de transport en commun, comme par exemple le vélo, le train, pourquoi pas privilégier la marche. Pour le cinquième principe fondamental, à savoir prévenir la corruption, les conflits d'intérêts et lutter contre les fraudes. En fait, pour prévenir la corruption, les conflits et lutter contre les fraudes, les chefs d'entreprise sont invités à mettre en place des dispositifs de prévention, par exemple des instructions de travail, c'est-à-dire des circulaires et des procédures, aussi une cartographie des risques et le code de conduite, sans oublier d'assurer des formations pour l'ensemble du personnel de l'entreprise et la hiérarchie, aussi d'instaurer des mécanismes de contrôle et de sanctions, par exemple des fonctions audit qualité ou d'inspection générale et même des sanctions disciplinaires. En ce qui concerne la problématique de la corruption, l'entreprise qui est touchée par des scandales liés à la corruption ont fait preuve de laxisme en matière de prévention. Ceci impacte négativement, bien entendu, la réputation et l'image de marque de l'entreprise en question. Il impacte également la confiance de l'entreprise, de l'ensemble vis-à-vis de l'ensemble de ses parties prenantes, en l'occurrence les clients, les collaborateurs, les consommateurs et les fournisseurs. Cette perte de confiance pourrait causer pour l'entreprise un manque à gagner très important, ce qui peut représenter des risques financiers, mais également un manque de compétitivité. Pour lutter contre la corruption, les chefs d'entreprise devront s'investir davantage dans la mise en application au sein de leur entreprise des engagements vis-à-vis des parties prenantes. Nous citons quelques engagements. Par exemple, le premier engagement, mettre en place des instructions de travail interne, c'est-à-dire des procédures ou des circulaires
officiel anticorruption. En fait, c'est un ensemble d'instructions de travail et de normes éthiques sur lesquelles devront s'appuyer l'ensemble du personnel de l'entreprise lors des transactions commerciales et dans toutes les interactions avec les parties prenantes. Il faut noter que l'instruction de travail interne anticorruption doit être connue de l'ensemble des collaborateurs et de la hiérarchie également et devra être intégrée parmi les documents qui feront l'objet d'une mission d'inspection ou d'audit interne. Pour le deuxième engagement, c'est-à-dire mise en place d'une cartographie des risques. La mise en place d'une cartographie des risques permet d'identifier, d'évaluer et de hiérarchiser les risques de corruption selon leur degré de criticité et leur probabilité de survenance, et ainsi d'identifier la prévention et les actions les plus adaptées à engager. Cette cartographie des risques permet également de visualiser les risques majeurs, prioriser les actions de prévention et de maîtrise à entreprendre par les concernés, et enfin d'éclairer les décideurs sur les décisions stratégiques et opérationnelles à engager. Il ne faut pas oublier que l'ensemble du personnel de l'entreprise et la hiérarchie doivent être formés au risque de corruption et être également informés sur les actions de l'entreprise à engager en matière de lutte, en matière de lutte contre la corruption. Troisième engagement, c'est mettre en place un organe de contrôle, par exemple une direction d'audit qualité, d'audit interne, ou encore l'inspection générale. Pour la bonne application interne anticorruption, il est indispensable de mettre en place une entité qui aura la mission principale, c'est de contrôler, de veiller et de vérifier la bonne maîtrise la bonne maîtrise de ces risques, qui vérifie également le respect des règles de conduite en vigueur, et enfin qui a la possibilité de proposer à l'hierarchie de sanctionner les responsables des comportements qui n'ont pas respecté les règles éthiques établies. Pour le quatrième engagement, c'est la communication transparente. Et effectivement, une communication honnête, régulière, ouverte et claire sur les activités de l'entreprise, tant en interne qu'en externe, renforce la transparence vis-à-vis des parties prenantes et renforce également l'image de marque de l'entreprise. Ceci contribuera fortement à la prévention de la corruption et à l'amélioration de la confiance des parties prenantes de l'entreprise. Pour la problématique des conflits d'intérêts, un conflit d'intérêts se produit lorsqu'un intérêt personnel, qu'il soit financier, familial ou autre, entre en concurrence avec les devoirs professionnels d'un agent, risquant ainsi d'influencer le déroulement du processus d'analyse et de jugement de la commission ou de compromettre l'impartialité de ses décisions. Il peut se manifester lorsque des intérêts privés l'emportent sur l'intérêt public ou sur ceux d'un fournisseur. Pour remédier à la problématique du conflit d'intérêts, les chefs d'entreprise sont invités à élaborer une politique de gestion claire, une charte de déontologie, c'est-à-dire mettre en place une politique de gestion de conflits d'intérêts et une charte de déontologie pour guider le comportement du personnel de l'entreprise, d'assurer des formations au profit de l'ensemble du personnel et la hiérarchie à la gestion des conflits qui va leur permettre d'acquérir les comportements nécessaires pour gérer les conflits de manière équitable et efficace,
Les formations leur permettent également d'identifier et déclarer tout conflit d'intérêts dès que possible avant qu'une décision ne soit prise. Mettre en place des procédures de déclaration et de traitement des incidents. C'est que mettre en œuvre d'un outil automatisé d'identification de traitement des incidents de conflit d'intérêts. En définitive, la cartographie des risques constitue la pierre angulaire de tout dispositif anticorruption et doit porter une attention particulière aux risques résultant des liens d'intérêt des dirigeants et les collaborateurs de l'entreprise. En ce qui concerne la problématique de lutte contre les fraudes, en fait, toute entreprise peut être victime d'un acte de fraude causé soit par un employé, soit un gestionnaire ou même par un acteur externe à l'entreprise. Ceci est bien entendu pour détourner des ressources à des fins personnelles, qu'il s'agisse de malversation financière, de vol d'actifs, de corruption ou de cybercriminalité. Ces fraudes peuvent avoir des conséquences graves pour l'entreprise, comme par exemple des pertes financières importantes qui sont afférentes à des frais de récupération, des frais amendes, des frais de litige ou autres, atteinte à la réputation de l'entreprise, perte également de la confiance des parties prenantes, en l'occurrence les clients et les partenaires commerciaux. Alors, pour lutter contre les fraudes, l'entreprise est invitée à automatiser les transactions ou opérations à risque, par exemple, utiliser des solutions numériques pour sécuriser et automatiser les processus de paiement, sensibiliser et assurer des formations au personnel de l'entreprise, sécuriser les processus sensibles pour la mise en place des procédures et instructions de travail interne, mettre en place des politiques de prévention et de contrôle interne, se protéger contre les cyberattaques, comme par exemple l'installation des pare-feux, des antivirus et sensibiliser au phishing. Il faut noter que l'utilisation d'outils technologiques pour la détection et l'authentification des transactions renforce également la sécurité. Pour le sixième principe fondamental, à savoir respect du droit de la concurrence, la réputation et la confiance de toute entreprise vis-à-vis des parties prenantes sont préservées et sauvegardées par leur engagement fort au respect des règles encadrant la concurrence. En fait, le droit de la concurrence, c'est un ensemble de décisions législatives et réglementaires qui font partie du droit des affaires. Il est construit sur la base des règles de libre concurrence. Toutes les entreprises sont soumises au droit de la concurrence. Il est recommandé aux entreprises de mettre en place un programme de conformité qui consiste à sensibiliser et informer les employés et dirigeants sur les comportements à adopter ou à éviter. Établir des instructions de travail, c'est-à-dire des procédures internes ou circulaires qui régissent les bonnes pratiques afin d'éviter toutes les pratiques anticoncurrentielles, qu'il s'agisse des ententes illicites ou les abus de position dominante. Mettre en place des politiques de prévention et de contrôle claires, comme par exemple des missions d'audit régulières, ceci bien entendu pour surveiller les pratiques internes et corriger toutes les dérives. Création de chartes éthiques, c'est-à-dire des documents formalisant les engagements de l'entreprise en matière de concurrence loyale. Pour le septième principe fondamental, à savoir promouvoir le développement économique et social, les chefs d'entreprise qui souhaitent promouvoir
le développement économique et social sont obligés d'intégrer dans la stratégie à long terme de leur entreprise les principes de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises, à savoir la RSE, qui consiste à intégrer les préoccupations sociales, environnementales, éthiques et économiques dans les activités et la relation de l'entreprise avec ses parties prenantes. En fait, le but recherché, c'est de concilier la performance économique avec la démarche de développement durable tout en ayant un impact positif sur la société et l'environnement. Ainsi, pour y arriver, les chefs d'entreprise sont invités à adopter une stratégie de croissance robuste et durable basée sur les axes suivants, à savoir, le premier axe, investir dans le capital humain, c'est-à-dire améliorer les connaissances et les compétences du personnel à travers des formations continues pour assurer le développement de carrière professionnelle, ce qui permettra impérativement à l'augmentation de la productivité, l'innovation et la compétitivité de l'entreprise, sans oublier bien entendu d'assurer le bien-être et l'engagement du personnel. Deuxième point, travailler en mode collaboration active avec les parties prenantes. Cette manière de faire joue un rôle très important dans le maintien des interactions positives avec toutes les parties prenantes, c'est-à-dire en réduisant les risques et en garantissant l'alignement stratégique des deux parties pour la réussite de tous les projets en commun. Deuxièmement, en stimulant et en encourageant la créativité de l'ensemble du personnel de l'entreprise et trouver des solutions afin de trouver des solutions alternatives et in fine créer de la valeur à partager. Troisièmement, en renforçant l'engagement des deux parties tout en mettant en clair la valeur de leur engagement, de leur contribution. Troisième point, créer un environnement de travail inclusif et épanouissant qui favorise l'innovation, la créativité, la collaboration interéquipe et l'écoute attentive des besoins des clients. Finalement, mettre en place des indicateurs de performance, les KPI, qui permettront d'évaluer l'impact social et environnemental, ce qui renforcera bien entendu la confiance des collaborateurs et les parties prenantes. En fait, le développement économique et social représente un objectif parmi les objectifs importants pour la majorité des acteurs économiques. Il vise à améliorer la qualité de vie des salariés en créant des emplois ou de réinvestir les richesses, à développer les compétences des travailleurs locaux à travers, comme nous avons dit tout à l'heure, les formations continues, à créer une société plus juste et prospère pour tous. Et enfin, réduire la pollution des entreprises. Je vous remercie pour votre attention, mesdames, messieurs. Je vous donne un rendez-vous pour un prochain thème, Inch'Allah.